Waouh. Bonsoir. Salut tout le monde. Hello, hello. Flavie, t'es là? Yes. Yes. Tu me diras quand je commence, hein. Oui, bah les gens se connectent tranquillement. Est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez envoyer un petit message sur le chat si vous avez bien le son. Je sais pas. Ah, yes, parfait. Merci Thibaut. Hello Kevin. Hello Raissa. Lolita, Marius. Top. Bah écoute, on peut commencer, Annabelle, et puis ça va se remplir. Super, comme ça tout le monde va venir au fur et à mesure. Yes. Bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous pour la prochaine heure, pour cette étude de cas Product Designer avec Panthéa, que pour certains vous connaissez et que je laisserai se présenter après. On avait déjà fait une initiation Product Design. Là, on va rentrer encore plus dans les méthodologies du Product Designer en vous faisant travailler, en vous montrant un peu une étude de cas de PayPal. Mais c'est Panthéa qui vous dira ça. Moi, je voulais vous faire une petite introduction, vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait cette étude de cas et pourquoi ça nous tient à cœur chez Maestro. Maestro, en fait, c'est des formations pour justement tous les profils produits, dont les profils product designer. Notre but avec Maestro, c'est de construire vraiment une école qui va répondre à tous les besoins autour du product management, y compris les besoins évidemment de product design. On a une manière de faire, et c'est comme ça que vous le voyez, c'est d'avoir des professeurs qui sont directement issus du terrain. Et donc, c'est 80% de la pratique à 20% de la théorie. Et c'est pour ça que vous verrez un événement comme on fait ce soir et vraiment un cas pratique. Ça ressemble au quotidien de ce qu'on fait dans notre école, c'est-à-dire apprendre par la pratique, par le faire, parce que finalement, on pourrait le dire, apprendre, c'est faire. Et c'est comme ça, en fait, en faisant des erreurs, en se confrontant. C'est pas parce qu'on lit plein de bouquins qu'on voit plein de choses, mais c'est en ayant en face de nous des personnes qui, tous les jours, travaillent sur les sujets, sont déjà eux-mêmes tombés dans les écueils et peuvent nous en parler que ça fonctionne. Et voilà un peu le but de Maestro. On a une formation au product design, justement, dont Panthéa va être la headmaster. Ça veut dire quoi, headmaster? Ça veut dire qu'elle sera là tout le long de la formation pour encadrer, pour revoir avec les élèves à chaque fois comment progresser sur tous les sujets qui seront vus avec les différents intervenants et pour évidemment nous aider sur la pédagogie. Parce que en fait, on co-construit tous nos programmes pour qu'ils soient en adéquation avec les besoins du marché. D'où le fait que c'est un product designer, une product designeuse, je sais pas trop comment on dit, qui établit le programme pour que ce soit absolument entre guillemets parfait et updated vis-à-vis du marché. L'idée de ce programme, c'est quoi? C'est de développer ses compétences design. Donc, il y aura de la recherche utilisateur, du UX, UI, etc. C'est évidemment de prendre en main les outils, les méthodologies, et vraiment de les prendre en main et de les essayer et de le faire. Et c'est comme ça qu'on se rencontre à quel point c'est utile ou justement à quel point ça ne l'est pas. Et enfin, l'idée, ça va être de travailler sur des cas produits réels d'entreprise pour pouvoir se faire la main sur des produits existants, parce qu'en tant que product designer, de toute façon, vous travaillerez la plupart du temps sur des produits existants. C'est une formation qui commence le 9 juin, qui est 100% en ligne, qui a lieu les mercredis soirs et qui a lieu sur 7 semaines. La promo se remplit bien. Il nous reste à peu près 5 places, donc un petit peu de place quand même. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. On est dispo avec Flavie, avec Panthéa et moi-même pour répondre à toutes vos questions, faire un petit call, tout ce que vous voulez. Nos prochains rendez-vous, parce que vous êtes nombreux à nous suivre et vous avez bien vu, on commence à faire de plus en plus d'événements. On fait des événements autour du product management, pas que du product design aussi. Donc, vous pouvez nous suivre sur le Livestorm Maestro. Et là, vous pourrez retrouver absolument tout ce qu'on fait. On en a un déjà dès mardi prochain à 18h qui est sur être manager dans le service public.
on aura le CPO de Pass Culture et le PM de Radio France. Donc franchement, hyper intéressant parce que souvent des enjeux assez différents que ce qu'on peut voir. Là, on va regarder PayPal. Et ben, c'est pas les mêmes enjeux que quand vous travaillez sur le Pass Culture et que vous êtes en fait une start-up de l'État. Et du coup, je vous invite à vous connecter si c'est des sujets qui vous intéressent sur comment on gère un produit. On a évidemment tous nos événements qui sont enregistrés et vous retrouvez le replay sur notre chaîne YouTube Join Maestro et vous retrouvez énormément de contenu. On met à disposition beaucoup de contenu parce qu'on considère que c'est grâce à tous ces événements, grâce à tous ces product managers qui se prêtent au jeu qu'on arrive à construire des boîtes à outils et qu'on arrive à faire évoluer au fur et à mesure la discipline. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires sur nos contenus. Nous, on est à dispo pour faire en sorte que tout avance le mieux possible et que ça soit le plus utile possible pour vous. On a donc le plaisir ce soir de mettre les mains dans le cambouis. Mais avant ça, on avait des petites questions qu'on voulait vous poser. Donc, je vous invite à aller dans le sondage. Je l'ai pas remis là. Et du coup, vous allez pouvoir, on a mis des petites questions, vous pouvez nous y répondre et comme ça, on voit un peu qui vous êtes et ce que vous êtes. Panthéa, je t'ai pas du tout présenté, j'ai fait exprès parce que je sais que tu vas le faire. Donc, je vais arrêter de partager mon écran, je vais te laisser faire. Je te souhaite la bienvenue chez Maestro et dans notre webinaire et je te laisse la parole pour te présenter et évidemment pour nous faire travailler. Cool. Merci beaucoup, Annabelle. Bon, bonjour tout le monde. Moi, c'est Panthéa. Je vais vous partager mon deck là tout de suite. Hop. Partager l'écran. Est-ce qu'on voit tous Tout le monde voit mon écran? Ok. Cool, c'est parti. Alors, je vais vous me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Panthéa. Je suis lead product designer et donc, mon boulot, c'est de trouver des solutions à des problèmes utilisateurs et surtout spotter les problèmes avec mon product manager. Donc, j'étais parisienne depuis 12 ans. Maintenant, je suis bordelaise, mais surtout, je suis iranienne, franco-iranienne. J'ai 32 piges. Ça fait 10 ans que je suis designer. Et j'ai commencé ma carrière, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai commencé ma carrière chez PayPal où il y a une culture du design qui était très forte et très mature. Et à partir de là, je pouvais pas accepter que dans d'autres boîtes, je trouvais ça beaucoup trop dommage qu'il n'y ait pas cette culture-là. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait là-bas et quel process on a fait en 2014 et comment on l'a appliqué. Suite à PayPal, j'ai été aussi designer chez La Fourchette où je m'occupais du B2C, puisque chez La Fourchette, on le sait pas, mais il y a aussi du B2B, mais moi, je m'occupais que du B2C. J'avais l'ownership du B2C. Ensuite, j'étais chez Blablacar où j'étais dans la squad des drivers. Je m'occupais de l'expérience des conducteurs. Et c'est pendant Blablacar, pendant le confinement, où on s'est dit, il faut qu'on fasse un hackathon pour aider pour lutter contre le coronavirus à notre échelle. Et c'est là que j'ai proposé l'idée de BlablaHelp. Donc, on a fait un POC pendant 48 heures. Et le CEO a tellement adoré qu'il m'a laissé 10 jours avec 45 personnes sous mon leadership pour sortir BlablaHelp en Europe. Et en 2 jours, on a eu 60 000 membres, ce qui était complètement dingo. Et c'est là que j'ai eu une grosse révélation où je me suis dit, tiens, j'ai fait le tour des grosses boîtes, fait le tour, ça fait que 10 ans que je taffe, mais les grosses boîtes, j'ai vu depuis 10 ans. Là, j'ai envie de me tenter au niveau startup. Et c'est là que j'ai rencontré Heroes Job. Et Heroes Job, c'est quoi? C'est une application B2B, B2C qui permet à la génération Z de se screener leur qualité via vidéo, donc créer un profil vidéo et pouvoir postuler à des offres d'emploi qui sont aussi vidéo. Et ensuite, on a côté B2B, on a une application qui permet aux recruteurs de screener ces candidatures vidéo et mettre des interviews via vidéoconférence ou programmer toutes les interviews directement sur l'application. Donc là, je construis mon équipe et on est 2 designers et j'espère qu'on sera beaucoup plus à la fin de l'année. Voilà pour ma petite présentation. Aujourd'hui, on va se focus un peu sur une étude de cas et un retour d'expérience PayPal. Le but, c'est que je vais vous donner le scope d'un problème qu'on a eu, qui était un problème majeur qu'on avait chez PayPal. Je vais vous donner quelques billes et ensuite, on va vous laisser 10 minutes pour réfléchir à ce scoping et
certainement vous laisser une personne d'entre vous nous faire une petite présentation de leur réflexion autour de ce scoping. Vous inquiétez pas, vous allez avoir plus de billes dans quelques instants. Donc, le projet, c'est PayPal Good and Service Abuse Prevention Plan. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas, c'est normal. En fait, en 2014, donc ça remonte, hein, donc si ça vous pique les yeux au niveau du design, c'est normal aussi. Il faut se remettre dans le contexte. On est en 2014, on a cette page qu'on appelle la landing page de la page transfert, où on a 4 services. Pay for goods and services, send money to friends and family, request money, send an invoice. Clairement, payer pour un bien ou un service, ou envoyer de l'argent à tes potes ou de la famille, demander de l'argent ou facturer quelqu'un. Et en fait, on a cette landing page, et le problème, c'est que les clients se faisaient duper par des commerçants. C'est-à-dire que lors d'un achat, lors d'un shop, les utilisateurs envoyaient de l'argent via le service envoi d'argent pour à des amis ou à de la famille, alors qu'ils auraient dû payer via le service Pay for Goods and Services. On pensait que les commerçants agissaient ainsi pour éviter de payer des frais de transaction, mais aussi pour éviter la protection PayPal sur les achats, sur les achats pour les consommateurs. On estimait à peu près 30% de pertes pour PayPal. Pourquoi une estimation? Pourquoi on n'était pas aussi sûr alors qu'on était une boîte data-centric, user-centric, mais aussi data-centric? C'est parce qu'il y a les commerçants qui ont un numéro tiré, qui sont déclarés en tant que commerçants, mais il y a aussi des personnes comme vous et moi qui font des nœuds papillons sur Etsy et du coup qui ont leur petit business. Et donc, c'est plus difficile pour PayPal de détecter s'ils étaient des commerçants ou pas. Donc voilà, donc ces personnes-là, du coup, soit escroquaient les gens, n'envoyaient pas leurs produits, soit ils envoyaient leurs produits et tout se passait bien. Donc c'était difficile de les capter, de savoir qu'ils avaient envoyé via le bon flow leur argent. Donc ce que je vous disais, donc les répercussions, c'est des utilisateurs mécontents qui n'ont pas pu être protégés par l'assurance PayPal sur leurs achats. Donc ils se sont fait avoir, ils ont payé en pensant recevoir un bien, mais finalement, ils n'ont rien reçu. Et donc, ils se sont dit, bah, tiens, je suis protégé PayPal, je vais contacter PayPal. Et là, à ce moment-là, PayPal leur dit, on est désolé, vous avez payé via le mauvais service, donc on ne peut rien faire pour vous. Donc, l'image de marque était terrible. Et ensuite, lorsque ça se passait bien, on avait une grosse répercussion financière pour PayPal, car les marchands évitaient les frais de service, tout simplement. L'objectif du design, du redesign, c'était d'améliorer au moins de 10% la conversion des utilisateurs vers le bon service. J'espère que j'ai été assez claire, puisque ça va être à vous de jouer. Donc, vous avez tous ces datas-là, vous avez toutes ces billes-là. Ce que j'attends de vous, c'est de se dire, voilà, on a ce problème avec cette landing page, je vais vous la remontrer. Quelle est la méthodologie pour vous pour un bon process de design? Et selon vous, pourquoi les utilisateurs font ce problème-là? Donc, quelles sont vos hypothèses? Il y en a 2 qu'on a trouvées, réelles, qu'on a taclées. L'une d'entre elles, pour vous donner pour vous faciliter un peu la tâche, c'est que tout simplement, les marchands demandaient aux utilisateurs de les payer par ce service-là. Donc, c'est qu'ils écoutaient tout simplement, ils faisaient une confiance aveugle aux marchands. Il y a une autre hypothèse qu'on a taclée via le redesign. Je vous laisse l'imaginer. On vous laisse 10 minutes si vous voulez pour y réfléchir. Je vous rappelle la landing page. Tu nous rappelles la landing page? Yes. À l'époque, la landing page ressemble à ça. Et donc, les gens envoyaient de l'argent. Ça, c'était la landing page utilisateur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et côté commerçant, il n'y avait pas de landing page. C'est-à-dire qu'eux recevaient de l'argent, tout simplement. Enfin, ils avaient cette landing page aussi pour envoyer de l'argent s'ils avaient besoin. Okay. Puisque un commerçant peut être aussi un consommateur. Quelqu'un qui envoie de l'argent. Et remets la slide d'après. Yes. Ouais, ok.
Donc voilà, je vous laisse réfléchir sur la méthode que vous utiliserez pour tacler ce scope et imaginer les hypothèses pourquoi les utilisateurs faisaient ça. Et après, je vous montrerai le process qu'on a utilisé à l'époque, qui est toujours d'actualité, un process d'actualité, mais qu'on utilisait déjà en 2014 pour tacler ce problème-là. Trop bien. Bah, on reste silencieux pour réfléchir un peu et après, on prendra quelqu'un sur scène avec nous. Yes. Est-ce que j'arrête le partage ou je vous laisse cette page-là? Non, laisse le partage, c'est pas mal quand même. Ça marche. Pardon. J'essaie de me mute, mais je n'arrive pas. Vous m'entendez toujours? Ouais. J'ai été déconnectée. Ah, ok. Non, on t'entend. C'est un peu perturbant quand tu n'as pas un double écran. Ah oui, c'est vrai que tu peux pas te voir. Non, c'est ça, je me vois absolument pas. Je vois que mon écran. N'hésitez pas à indiquer dans le chat si vous avez des questions pour Panthéa sur le cas. Et aussi à spécifier dans le sondage si vous avez déjà des idées d'hypothèses ou si vous êtes perdu sur la problématique. Ouais, n'hésitez surtout pas, je peux vous aiguiller. Exactement. Et en plus, comme ça, on sait s'il faut vous laisser plus de temps ou si... Alors, je vois que du coup, il y a une personne qui a dit qu'elle n'avait pas bien compris le cas et qu'elle n'avait pas trop d'idées de solutions dans le sondage. Spotted. Yes. Du coup, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat pour plus d'explications. Moi, je peux peut-être résumer avec comment moi je l'ai compris et tu me dis Panthéa si je l'ai bien compris, d'accord? Yes, ça marche. En gros, tu as cette page-là et c'était quand tu étais un utilisateur. Très souvent, les commerçants, en fait, s'arrangeaient pour que tu ailles directement sur Send Money to Friends or Family pour leur envoyer de l'argent parce que comme ça, ils évitaient les frais de transaction qui étaient sur le lieu professionnel. Et moi, en tant qu'utilisateur, je ne me rendais pas compte, je cliquais et j'y allais direct, tu vois, en me disant, bah oui, ça doit être pareil. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment tu fais pour que les utilisateurs soient vraiment alertes et se rendent compte que c'est pas normal qu'ils cliquent sur Send Money to Friends and Family quand c'est ni des Friends ni des Family. Ouais. Et surtout, il y a un deuxième service, le service qui est Pay for Goods Services, qui est sur la même landing page. En plus, permettait une assurance. Oui. Et les gens l'ignorent complètement. On leur a dit, envoie de l'argent via Send Money to Friends and Family, et ils y vont. Et on estimait 30% des utilisateurs faisaient ça. Donc, comment on fait pour qu'ils se rendent compte à quel point c'est mieux, même pour eux, d'aller sur For Goods and Services? Exactement. Très bien. Donc, on est vraiment dans une logique utilisateur. On n'est pas dans la logique pour les marchands, là. Non, du tout. Complètement. Bah, là, yes. Là, il faut vraiment aider les utilisateurs. Parce que, justement, il y a des utilisateurs qui sont mécontents, du coup, d'utiliser PayPal, puisque quand ils utilisent PayPal, ils ont le sentiment d'être toujours assurés. S'il leur arrive quoi que ce soit, si l'objet qu'ils ont acheté n'arrive pas chez eux, bah, je dis, tiens, je m'en fiche, j'ai payé via PayPal, donc je serai protégé. Or, c'est pas le cas, puisque envoyer de l'argent à ta famille ou à tes potes via ce service-là, Send Money to Friends and Family, tu n'es pas assuré, parce qu'on se dit, tu as assez confiance en qui tu envoies de l'argent. Donc, PayPal n'a pas besoin d'interagir avec toi. Donc, tu n'as pas besoin non plus de faire payer des frais d'assurance à la personne que tu envoies de l'argent. Alors que si c'est un commerçant, donc Pay for Goods and Services, forcément, tu as besoin d'une assurance PayPal que le commerçant paye pour toi. Donc, imaginons que tu payes un livre à 10 €. Eh ben, le commerçant va recevoir 20% en moins, donc 8 €,
parce qu'il y a l'assurance PayPal qui va payer. Et justement, pour détourner cette assurance-là, beaucoup de commerçants demandaient à leurs acheteurs de payer via Send Money to Friends and Family. Et donc, ceux qui sont honnêtes n'ont pas payé juste l'assurance, donc envoient leurs biens, envoient le colis à leur pas utilisateur, à leur acheteur, et donc c'est tout bénef pour eux. Mais par contre, ceux qui veulent escroquer, c'était super simple, ils n'envoient pas le colis, et puis en plus, ils ont l'argent. Et donc, nous, on a en face des personnes, des utilisateurs PayPal qui sont très mécontents de la brand, de la marque. Donc, l'image de marque en prend un coup, mais surtout, ils se font escroquer et c'est terrible. Et ceux qui font la transaction, on a une perte financière puisqu'ils utilisent tout le temps PayPal en détournant ces frais de service. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ouais, en tout cas, pour moi, c'est très clair. Super. Alors, il y a quelques questions. Tu as Myriam qui te demande, est-ce que le compte d'un professionnel est différent d'un compte utilisateur classique? Je demande cela dans le sens où si un compte classique renvoie de l'argent sur un compte pro, peut-être que cela peut envoyer une alerte. Non, c'était pas différent à l'époque. Faire un type de PayPal pour les pros, comme ça, on peut différencier un paiement pro d'un paiement entre particuliers. Ok, mais faut retenir qu'il y a des commerçants qui ne sont pas déclarés, enfin des commerçants, ce n'est pas des commerçants, c'est des personnes, imagine toi et moi, on se met à faire des nœuds papillons sur Etsy, et donc c'est beaucoup plus difficile, et tu te mets à vendre sur Le Bon Coin, sur Etsy, peu importe, c'est beaucoup plus difficile de traquer ces gens-là puisqu'ils vont avoir un PayPal comme toi et moi. Carrément. C'est pour ça que vous passez beaucoup plus par les utilisateurs d'ailleurs que par le marchand en tant que tel. Exact. Est-ce qu'il y en a qui sont motivés pour monter sur scène et expliquer ce qu'ils ont fait? Sinon, on désigne nous-mêmes. Hein. Il y a 24 participants, j'en prends un au hasard. Donc, tu peux être pro et ne pas avoir de ciré, c'est juste un type de pro, non? Pardon? Je vois pas les questions en fait. Il y a Kevin qui demande, tu peux être pro et ne pas avoir de ciré, c'est juste un Tout type à fait. de pro. Exactement. Exactement. En fait, tu peux même payer, tu peux même payer ta babysitter, hein, puisque c'est un service. Carrément. Donc, il faut l'imaginer beaucoup plus large que le commerçant qui, en ligne, qui a son shop. Ça peut être payer quelqu'un qui vient faire le ménage chez toi, quelqu'un qui vient te masser chez toi, ta nounou, etc. Ce sont pas des amis, ce sont pas de la famille, c'est un service. Et donc, ça doit être normalement déclaré, et donc via Pay for Goods and Services. Et il y a Manon qui te demande, comment arrive-t-on sur la landing? Alors, tu as la homepage. Et là, si vous voyez, il y a transfert qui a marqué, qui est highlighté. Donc, c'est assez simple. Quand tu te login sur PayPal, à l'époque, tu tombais sur la home et tu allais sur transfert, que vous voyez highlighté là. Et là, tu avais ces 4 services-là que vous voyez. Mm-hmm. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps ou est-ce que vous voulez qu'on passe à la suite? Je pense qu'on peut passer à la suite. Est-ce qu'il y en a un de vous qui est motivé pour venir présenter même juste dire à quoi il a pensé? C'est rien de... ça sera Manon. Ah, il y a Jonathan aussi qui a réfléchi. Ah, vas-y, Jonathan. Manon a dit merci, donc je pense qu'elle est contente de venir et après, tu auras Jonathan. Yes, cool.
On est en train de te faire monter sur scène, Manon, ça devrait marcher. Non, bien. Non, Manon, pas de timidité. Hein. Je crois qu'il faut que tu acceptes une invitation de Flavie. Tu la vois? T'es pas obligé de mettre la caméra si tu... Ouais. Okay. Hello Manon. Salut Manon. Du coup, non, j'ai pas beaucoup d'hypothèses. Enfin, je pense qu'il faudrait voir un peu le comportement de l'utilisateur une fois qu'il est face à la page. Forcément des interviews, mais moi, la première chose que je me demande, c'est... Je ne suis pas du tout utilisatrice de PayPal, mais les 4K ne sont pas hyper clairs pour moi quand j'arrive dessus. Donc, je pense que tu as un temps de réflexion pour l'utilisateur, même sans faire une interview, que tu dois pouvoir voir assez facilement qui se pose la question. En tout cas, moi, c'était un peu mon ressenti. C'était pas hyper clair pour moi de savoir ce que je devais faire. Surtout que le terme de transfert, si je veux acheter un bien, je transfère pas de l'argent, je paye un bien. Donc, au niveau de la terminologie, je pense qu'elle n'était pas tout à fait en adéquation avec le job que voulait réaliser l'utilisateur. Donc ça, je pense que tu peux assez facilement, en termes de réflexion, définir les premières hypothèses par rapport à ça, juste en voyant le temps passé sur la page et ensuite en conduisant des interviews utilisateurs. Et donc moi, ma première hypothèse, c'est que en tant qu'utilisateur, je sais pas sur quel bouton cliquer parmi les 4, étant donné que je viens pour réaliser un job qui est assez simple, qui est de payer mon bien, et qu'on me propose de demander une facture, et je vois pas trop ce que ça vient faire là-dedans. Donc je serais plus d'avis de scinder les problématiques et de dire payer ou transférer directement dans le menu pour indiquer plus clairement le job de l'utilisateur. Cool. Merci Manon. Je te ferai des retours après. C'est Jonathan qui doit passer parce que tu touches certaines choses. Donc, je laisse Jonathan, je ne laisse pas spoiler Jonathan s'il a des idées et je te ferai des retours ensuite. Ouais, bonsoir. Quelques idées, en fait, c'est plus en termes d'information parce que du fait, quand on arrive sur la landing page, on a tendance à faire confiance à la personne qui nous a envoyé les liens pour payer, qui nous aura montré un peu la façon pour effectuer le paiement. Et du coup, si on nous dit qu'il faut cliquer sur payer à de la famille ou des amis, on va cliquer dessus sans savoir forcément ce que ça implique parce que visuellement, on n'a pas ces infos-là, on n'a pas le fait que voilà, si on clique sur tel lien, on n'aura pas la protection des achats, on n'aura pas telle ou telle chose, ou si on clique sur Pay Goods and Services, c'est pas indiqué clairement qu'on sera protégé dans d'autres cas, qu'on aura le fait de pouvoir être remboursé notamment. Et, pour moi, je pense que c'est vraiment un manque d'information qu'il y a sur la landing page. Yes, cool, merci. Il y a Myriam qui veut ajouter quelque chose? Ajouter, je vais plutôt faire bingo sur tout ce qui a été dit. Mais effectivement, je pense que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de distinction entre les logos, les titres et potentiellement qu'il n'y ait pas de message d'avertissement une fois qu'on arrive sur la partie Send Money, peut-être qu'il faudrait créer, j'allais dire, 2 applications vraiment distinctes. Une vraiment où on va quand on sait qu'on a affaire à un professionnel ou en tout cas c'est une transaction qui n'est pas amicale, et ensuite une deuxième interface avec uniquement voilà, quelque chose qui dit on va payer un ami. Enfin voilà. Ok, cool. Super, vous avez touché la deuxième hypothèse, c'est que ça manquait clairement de transparence. Là où vous parlez tout de suite de solutions, on va regarder l'étude de cas. Donc oui, la première hypothèse, c'est clairement que les utilisateurs écoutaient réellement ce que les les commerçants leur demandaient de faire. Donc, ils ne se posaient pas la question, ils allaient sur transfert. Le commerçant dit, tu vas sur transfert et tu cliques sur Pay for Goods and Services. Tiens mon email, tu m'envoies de l'argent sur ça. Donc, ils suivaient la procédure que commerçant ou la personne, le petit commerçant, entre guillemets, leur demandait de faire. La deuxième hypothèse qu'on avait, c'est que les gens ne comprenaient absolument pas cette page-là et donc ne faisaient aucune différence entre Pay for Goods and Services ou Send Money to Friends and Family.
Donc, avant de tomber dans la solution, je vais vous raconter le process parce que c'est très important en tant que designer et même PM de rester dans le problème et d'aller au fond du problème, de se dire, OK, pourquoi ils ne le comprennent pas et comment on fait pour rendre ça plus transparent. Tout de suite, tu te dis, bah, tu mets l'info, etc. et ça va aller. Sauf que, vous allez voir, ça ne suffit pas toujours. Donc, je vais repartager mon écran et on va retourner sur le cas d'étude. Et hop là. Et donc. On voit pas ton nez. Ah si, c'est bon. Parfait. C'est bon, on voit mon écran? Ouais, parfait. Top. Donc voilà, donc ça c'était la landing page. Et donc on s'est rendu compte que de ces 4 services, il y en avait 2 qui se ressemblaient énormément. C'est l'envoi d'argent, mais que les gens ne comprenaient pas réellement c'était quoi la différence. Donc on se remet. Donc, hypothèse 1, ils écoutent le marchand. Hypothèse 2, ils ne voient pas la différence entre pay for goods and services ou send money to friends and family. Donc, ça, c'était nos 2 hypothèses qu'on avait au début avec notre product manager. On s'est dit, voilà, ces 2-là, on est presque sûr que ce sont les 2 plus grosses hypothèses qui amènent les utilisateurs à faire cette erreur-là. Donc, pour valider ces hypothèses-là, parce que le gut feeling, c'est bien, mais il faut valider ces hypothèses, on est allé voir de vraies personnes qui se sont fait duper ou qui ne se sont pas fait duper, mais avec qui on avait un doute sur le fait que ça soit des transactions commerciales. Donc voilà, on est allé voir Dorothée, Shirley, etc. Et finalement, lorsqu'on est revenu, c'était drôle, c'est que lorsqu'on a vu, on leur a posé des questions, on s'est rendu compte que 80% des gens qui se sont fait duper, bah écoutez, vraiment, le commerçant. Et en fait, et 70% des gens, quand on leur demandait la différence entre les 2, ils ne savaient pas du tout nous dire c'était quoi la différence entre ces 2 services. Donc, vraiment, on avait touché le gros lot en se disant, OK, ces 2 hypothèses-là, elles sont valides. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va évidemment benchmarker. Et là, j'ai plus mon benchmark de l'époque, mais en gros, on va aller vérifier les tendances UX sur des concurrents pour vérifier comment eux, ils parlent du produit. Donc, c'est quoi l'UX writing, l'UX, enfin, le bon content, pardon, le bon content qu'on doit utiliser pour ce genre de transaction. C'est quoi les tendances UI, c'est quoi les tendances UX, c'est quoi la bonne architecture, etc. Une fois qu'on s'est inspiré, on a ce mood board là, on va aller vérifier, on a des idées de solutions. Tout à l'heure, vous me parliez de voilà, transparence, de contenu, peut-être de Zap, etc. Donc, on a des solutions qui émergent. Et là, on va aller voir l'équipe technique et on va faire les flows, les diagrammes de nos solutions. Donc, on est vraiment dans du design macro de nos solutions. Et on va les discuter avec l'équipe dev. Donc, vous voyez, là, on n'est toujours pas dans la phase design où on itère sur des maquettes. Là, on est sur des solutions au niveau macro et on implique donc les développeurs. Donc, il y a 3 corps de métier, le PM, les développeurs et le designer qui s'assoient ensemble sur des solutions possibles et on va estimer le coût technique. Donc, vraiment, là, le diagramme, c'est vraiment estimer le coût technique, l'impact sur un flow du changement design qu'on va faire. Et donc là, on s'est dit, OK, en fait, on a une vision idéale. C'est que les gens, ils veulent envoyer de l'argent. Ils ne veulent pas savoir est-ce qu'ils envoient un ami ou est-ce qu'ils envoient un commerçant. Ils veulent envoyer de l'argent. Donc là, comment on peut faire pour solutionner ce problème-là de façon rapide, puisque réellement, on parlait d'une hémorragie. Quand on a autant de pertes, quand on a 30% des gens qui font cette erreur-là, c'est vraiment dramatique pour un produit. C'est une perte financière, mais surtout, ça a une image pour la marque où vous imaginez bien que quelqu'un qui se fait duper, ben, il ne reviendra plus jamais sur PayPal. Donc, même si le frais de service de 20%, c'est quelque chose, ce qui est super désagréable, c'est de se dire que ces gens-là ne vont plus jamais revenir chez PayPal. Donc, comment à court terme, en se disant, bon, OK, la solution design qu'on va proposer n'est pas forcément la solution idéale, mais elle va être ce que j'appelle, moi, un design pansement pour régler la solution à court terme, qui a un coût technique très léger et qui est facile à implémenter. Donc là, c'est ce que vous avez, pour la plupart, cité, c'est-à-dire mettre plus de transparence sur cette landing page. Donc là, ce qu'on s'est dit, OK, il y a le bouclier PayPal qui, à l'époque, était très connu pour
pour parler de l'assurance PayPal. Donc, on va regrouper les produits où il y a une assurance PayPal et on va leur dire, voilà, ces services-là, il y a une assurance, donc utilise-les lorsque tu payes un commerçant ou un marchand. Et les autres, on a, vous voyez, send money to friends and family, on a rajouté it's free in the US when use bank or balance. Alors ça, c'était des termes un peu plus techniques, il faut être un utilisateur PayPal pour comprendre. Et peut-être c'était pas forcément le bon content puisqu'on veut que n'importe qui tombe sur cette page-là puisse comprendre. Mais en gros, ce qui était super facile à ce moment-là pour les utilisateurs, c'est de dire, OK, il y a un regroupement des produits qui sont couverts par PayPal et les autres ne le sont du coup pas. Rien qu'en faisant, donc vous voyez, ça c'est une solution côté front qui, côté design, ne demande pas une refonte du UX, etc. C'est une solution rapide. Rien qu'en faisant ça, à l'époque, on avait $1 million de transactions sur le service Pay for Goods and Services. On est passé d'un coup à $7 millions. Donc, on a eu, on a fait x7 sur l'utilisation de Pay for Goods and Services lorsque les gens payaient un commerçant ou un marchand. Donc, rien qu'en faisant ça. Et c'est là qu'on dit, bon, OK, on a solutionné le problème, on peut s'arrêter là. Et non, erreur fatale. C'est là qu'il faut prendre du recul et se dire, OK, le problème, il est plus grave que ça. C'est que nous, on a complexifié l'affaire parce que on a proposé 2 flows différents pour une même problématique qui est d'envoyer de l'argent. Et donc, PayPal devrait être plus intelligent que ça et doit pouvoir dire, tu envoies de l'argent, OK, je sais à qui tu l'envoies, c'est un commerçant, c'est pas un commerçant. Donc, il fallait travailler sur notre technologie et notre algorithme. Mais ça avait un coût de 6 mois de production pour faire ça. En plus, en faisant ce design-là, on s'est rendu compte qu'on a solutionné une grosse partie du problème, mais on avait encore des gens qui écoutaient, donc qui ne réfléchissaient pas, qui posaient leur cerveau lorsqu'ils allaient sur PayPal, posaient leur cerveau sur la table et ils se disaient, OK, la personne m'a demandé de payer via Goods and Services, je vais faire ça de façon, je lui fais confiance. Donc, des personnes qui sont naïfs et donc qui sont à voir. Et donc, ces gens-là, on voulait encore se rapprocher du 100% de gens qui ne se font pas duper. Donc, on s'est dit, OK, ces gens-là qui font ça, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, juste 2 secondes, Panthéa, parce que tu as Marina qui dit, et c'est vrai, j'ai l'impression, vous avez aussi rajouté un bouton, en fait. Non. Non, c'est pas… non, vous avez vraiment laissé pareil l'espèce de… où tu peux rentrer ton email, non? Non, oui. Alors, non, on n'a rien rajouté. En fait, c'est un service qui s'appelle PayPal Me qu'on a rajouté, mais ça n'a rien à voir avec notre problématique. C'était un nouveau service qui venait de sortir, ce qui s'appelait PayPal Me. C'est-à-dire, tu pouvais copier le lien que vous voyez là, paypalme/Panthéa, et tu pouvais le copier et l'envoyer à qui tu voulais pour demander un remboursement d'argent, par exemple. Ça va? C'est clair tout ça? Ouais. Donc voilà, nous, ça n'avait rien à voir avec notre problématique. Donc, on avait ce service-là. Donc, les gens qui se faisaient quand même avoir, donc on avait vraiment moins de 5%, mais on voulait quand même encore tacler, aller plus loin. Les gens qui se font vraiment avoir et qui vont dire Pay for Goods and Services. Donc, à l'époque, on n'avait plus que le premier bloc que vous voyez là, sur la gauche, et on avait le bouton Continue and Cancel. Et on s'est dit, en fait, il faut que ces gens qui vont dans le flow Pay for Goods and Services, à cette étape-là, par exemple, imaginons que Christina Dupont est un marchand. Donc, elle te demande $20, tu mets $20 USD pour envoyer à Christina. Et on s'est dit, à ce moment-là, il faut qu'on rajoute une brique, un contenu qui dit, est-ce que tu es en train d'acheter quelque chose à Christina Dupont? Et si oui, ça veut dire que nous, on allait les rediriger vers Pay for Goods and Services. Donc, si tu as payé via Friends and Family, tu tombes sur la première brique, là, Christina, payer de l'argent à Christina Dupont, tu mets $20. Et si jamais tu coches la case Paying Something, nous, on sait qu'en fait, on doit lui ponctionner le frais de service et toi, te protéger avec l'assurance PayPal. Donc là, vous voyez deux variations, une variation visuelle, une variation de content. Donc, on a une nouvelle brique Paying Something et à côté, on a un checkbox qui demande exactement la même chose, qui est un peu flou, j'imagine, pour vous, mais c'est marqué « Is this a payment for a product or services ?»
your eligible purchase are covered by our free purchase protection. Et donc ça, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on teste la première idée avec la nouvelle brique ou est-ce qu'on ajoute juste une checkbox? On est allé tester ça. Donc, puisque là, on faisait pile ou face, hein, il y en avait des pour, des contre. Et donc, on a testé via une techno à l'époque qui existe toujours, hein, l'eye tracking. Et une techno, une façon de tester les choses qui, aujourd'hui, je déconseille fortement, que je n'utilise plus du tout, puisque les utilisateurs se mettent dans une position de test et donc ne sont pas dans une position qui est la vraie vie, entre guillemets. Donc là, ils se mettent dans une position de test et se mettent à scanner toute la page, ce qui n'est pas vrai. Vos utilisateurs ne scannent rien, ils lisent la moitié des choses. Donc, l'eye tracking, allez se tomber. Apparemment, un utilisateur passe même pas 8 secondes sur une page. Exactement, exactement. Donc là, pour le coup, c'était marrant. Le retour qu'on avait sur ce que vous voyez, la solution sur la gauche, c'est que les gens avaient peur de cocher. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de payer une assurance. Donc, la variation, l'itération de design qui a fonctionné, c'était le checkbox, alors qu'on avait peur, nous, que ça fasse ce qu'on appelle les terms and conditions et que les gens valident forcément et qu'on se retrouve avec le problème inverse. Et finalement, non. Comme quoi, notre feeling numéro 1 en se disant, bah non, on va mettre un nouveau bucket et on ne va pas que faire un checkbox parce que ça ressemble trop à des terms et conditions. Elle n'était pas bonne. En testant, en faisant de l'eye tracking, on s'est rendu compte que le content était compris, mais surtout, le retour qu'on avait lors de l'itération visuelle, c'est qu'ils avaient peur de cocher par peur de payer une assurance en plus. Donc, OK, on a solutionné, on ship ça, on met en prod avec ce nouveau design pour Friends and Family, donc qui te permet d'être redirigé sur Goods and Services. Mais on n'a toujours pas solutionné ce problème de première page qui est complexe avec plusieurs services. Et donc là, on s'est dit, OK, il faut que nous, PayPal, on soit beaucoup plus intelligent que ça. Il faut qu'on trouve une landing page où tu as tes favoris, où tu mets un email ou un numéro de téléphone et c'est à PayPal de te rediriger vers le bon flow. Et si on a un doute, on te pose la question, tout simplement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a une refonte de cette page-là, en clair. Et on a itéré, on a fait des brainstorms, on a voté. Donc, il y a des designers, des PM, des content designers, des UX writers, ce qu'on appelle aujourd'hui. On a itéré tous ensemble, on a fait des brainstorms, on a voté. Et finalement, on a shippé une solution qui est soit tu envoies de l'argent, soit tu reçois de l'argent. Et donc, tu mets ton adresse email, tu envoies le montant, la devise, tu envoies sur continuer et c'est à PayPal de te dire, OK, c'est un commerçant, on arrive à détecter via notre techno, via notre algorithme que c'est un commerçant. Et si on a un doute, parce que Pierre-Paul Jack est nouveau sur PayPal, ben on te pose la question, est-ce que tu es en train d'acheter un objet? Est-ce que tu vas recevoir un colis via une modale? Et tu disais oui et ça se terminait aussi simplement. Et avec ça, on a solutionné tout le problème de ce petit sujet. Ouais, sauf que ça, le temps d'avoir cette tech qui te permet de faire, en attendant, vous aviez fait pendant 6 mois une meilleure expérience utilisateur pour que ça se voit, quoi. Exactement. Donc, il y a eu la première version qui est vraiment regroupée, remettre de la transparence, du bon contenu, le bouclier, etc. Ça nous a pris, allez, il y a eu un sprint, c'est-à-dire 2 semaines d'itération, puis un sprint même pas un sprint, hein, il y a eu 3 semaines pour shipper cette solution-là. Contrairement à la solution que vous voyez ici, ça nous a pris 6 mois. Mais voilà, il y a eu cette démarche de se dire, OK, on a une solution à court terme, à moyen terme et à long terme. Et au bout du compte, on a des utilisateurs à 100% heureux. Magnifique. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. Allez, soyez pas timides. Soit vous pouvez poser des questions dans le chat,
Et si vous n'avez pas de questions dans le chat, vous pouvez en poser dans le… On peut vous faire monter sur scène si vous voulez aller parler. Moi, j'ai une question du coup. Je vais commencer. Tout ce que vous avez fait avant qu'ils puissent détecter si c'était un marchand ou pas, c'était problématique pour l'équipe tech parce qu'il fallait changer plein de choses, ou non, c'était surtout et que eux, ils étaient en plus en train de développer la solution en ce moment. Comment vous faites pour faire passer les tickets prioritairement? Comment ça se passe dans le cycle produit? Alors, ça, c'est vraiment le taf du PM qui s'occupe vraiment de ce sujet-là, comment prioriser, etc. Mais ce qui était super important, c'est la phase où on dit la phase où on fait du design macro, où on pense les solutions, on dit voilà, en fait, le problème, c'est ça. Et la solution idéale, c'est que les utilisateurs ne réfléchissent plus, disent à qui ils veulent envoyer de l'argent. Et c'est à nous de vérifier à qui ils envoient de l'argent. Cette solution-là, on en discute en amont, donc 6 mois avant cette solution-là. En plus de la solution Quick Win. Et ça permet aux développeurs de commencer à travailler sur cette techno-là en même temps que sur la solution Quick Win. Et après, c'est une histoire de priorisation et j'imagine c'est le côté PM où moi, je collabore beaucoup sur beaucoup d'étapes, mais sur le côté comment prioriser avec l'équipe dev, ça, moi, je lui faisais entièrement confiance là-dessus. On avait des points de synchronisation pour dire, voilà, on estime tant de temps pour arriver à shipper cette solution-là. Donc, voilà. Donc, après, les histoires de prio, c'était pas mon ownership. Côté dev. Moi, mon ownership, c'était itérer sur le design réellement. J'imagine. On a une question côté public de Laurent qui nous demande quel outil d'eye tracking tu as utilisé à l'époque et aujourd'hui, tu utilises lequel? Alors, j'utilise plus du tout d'outils d'eye tracking parce que justement, les gens sont dans des positions de test. Ils sont payés pour ça, ce qui est complètement normal. Mais surtout, ils arrivent dans un endroit qui est aseptisé. À l'époque, alors l'outil d'eye tracking, je suis vraiment désolée, je m'en souviens pas du nom. Ce que je peux dire, c'est que il y avait des caméras de part et d'autre de l'écran. Et je connais pas le nom de l'eye tracking. On était derrière dans une salle, derrière une vitre teintée. Il y avait un facilitateur qui avait un protocole que j'avais écrit avec la user researcher. Et quand on avait des questions, on lui parlait directement. Elle avait une oreillette. Enfin, c'était un truc de gangster, quoi. Elle avait une oreillette où on lui disait non, mais demande-lui pourquoi elle a fait ça, etc. Aujourd'hui, je recommande absolument pas parce que justement, il y a des biais. Les gens se mettent dans des situations de test. Ils sont parfois même stressés parce qu'ils se disent, OK, je pose une question, il faut vraiment que je trouve la solution, la réponse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en termes de recherche, moi, je préfère largement des interviews où, si on peut, par exemple, chez La Fourchette, quand on avait des problématiques restaurateurs, on allait directement chez eux, dans leur restaurant, et on prenait un café, on discutait ensemble. Ça enlève ce côté vraiment solennel du test, t'es payé pour répondre à des questions, donc tu dois absolument répondre. Ça fausse. Et surtout, comme je vous disais, les gens scannent l'écran en entier alors que dans la vraie vie, absolument pas. Ils lisent la moitié de contenu. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'impasse sur l'UX Writing, absolument pas. L'UX Writing a vraiment un impact sur la psychologie des gens, donc ça, c'est super important. Mais ça veut dire qu'il faut en dire le plus avec le moins de choses possible, le plus rapidement possible. Et ça, justement, comment tu t'améliores là-dessus? Avec des tests, est-ce que vous faites des A/B testing en écrivant 3 fois la même chose dite différemment et vous regardez? Ouais, ça arrive. Alors, ça arrive assez régulièrement. C'est-à-dire, il y a l'interview qui permet de snapper un petit peu les keywords, les mots-clés, pardon. J'essaie d'éviter le franglais, mais c'est très dur quand on a une équipe complètement anglaise. Les mots-clés que les utilisateurs, les interviewés utilisent pour décrire un produit, décrire un service. Ça nous aide énormément. Donc ça, on les note. Si vous avez la chance d'avoir un UX writer dans votre équipe, ça c'est génial. Vous travaillez main dans la main avec eux, la stratégie sur le content. Par exemple, chez Heroes Job, on parle pas en anglais, on parle pas de candidate, mais de applicant. Et c'est réellement interdit. Par exemple, on ne parle pas de recruteurs, mais on parle de hiring managers. Tout ça, c'est
c'est pas sorti du chapeau comme ça. On s'est pas dit, OK, on utilise ce mot-là versus ce mot-là. C'est en écoutant, en allant dans les restaurants qui embauchent, en disant, OK, c'est quoi ton titre? Bah, c'est hiring manager, c'est pas recruteur. Le recruteur, c'est plus côté tech, on parle de recruteur, etc. Donc, il y a les interviews, vraiment, écouter vraiment les interviews, définir les mots-clés qui sont utilisés, les réutiliser. Ensuite, il y a des fois, c'est que du gut feeling. Et là, il faut pas se battre. J'ai raison, tu as raison. La plupart du temps, les deux ont des arguments béton pour valider leurs solutions, leurs idées. Le mieux, c'est d'A/B tester quand on peut. Derrière, de se dire, OK, on va tester dans un petit pays pour voir un petit peu, une petite ville, pour voir comment les gens interagissent avec le produit et donc estimer si telle ou telle solution est meilleure que l'autre. Donc, parfois, c'est réellement pile ou face. Voilà. Certains, on va être sur du gut feeling. Donc, le mieux, c'est d'A/B tester. Si on peut A/B tester, tant mieux. Sinon, on teste une solution, on voit comment ça réagit. Et puis, si ça réagit pas, bah, c'est OK. On itère et on propose une autre solution. Et si elle réagit mieux, bah, voilà, on a tout gagné. Et c'est marrant parce que justement, aujourd'hui, tu es aux États-Unis, enfin, ton produit est américain, sur lequel tu travailles. Donc, je suppose que vous avez des tests avec une échelle beaucoup plus importante. Il y a toujours plus de nombre. À partir de combien d'interviews utilisateurs tu considères que tu en as interviewé suffisamment? Est-ce qu'en fait, 5, c'est suffisant? Est-ce qu'il faut une trentaine? Est-ce que ton A/B test, tu veux combien de personnes? Tu vois, je me demande toujours où est l'échelle. Et je suppose qu'en fonction des produits, c'est pas la même échelle, quoi. Ouais, carrément. Alors, ça dépend. Alors, 5, alors il y a cette règle du 5 interviews. 5, c'est un minimum. D'accord. 5, c'est un minimum, vraiment, où on peut commencer à faire des hypothèses. On se dit, OK, on a couvert à peu près 80%, mais c'est réellement un minimum. Donc, moi, je conseille plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a des interviews quali, des tests quali, des interviews quali. Donc, là, moi, j'aime bien prévoir à peu près sur 2 journées 5 utilisateurs. Donc, ça veut dire 10 utilisateurs en tout, 10 interviewés. Ensuite, la façon dont il y a les interviews quali. Et ensuite, il faut regarder via les datas parce que entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, je prends un exemple. Sur Blablacar, par exemple, beaucoup de gens disaient non, mais moi, je prends jamais les demandes de passagers qui sont sur mon chemin. Tu as une personne qui te déclare ça en interview. Tu regardes la data et tu te rends compte qu'en fait, 7 fois sur 10, il les accepte. Mais pour lui, comme il en a refusé les 3 derniers, pour lui, la plupart du temps, il les refuse. Donc, il y a un biais et il faut toujours vérifier. Donc, les interviews quali, on les croise avec la data qu'on a. Et ensuite, moi, j'aime bien tester. Par exemple, là, on va tester sur Las Vegas. À Las Vegas, on n'a pas beaucoup de recruteurs, de hiring managers, du coup, si vous m'avez suivi. Et on va tester, voir comment eux, voilà, sur ce petit échantillon-là, comment ils réagissent face à un nouveau service. Pourquoi? Shipper à 100%, c'est prendre beaucoup trop de risques quand on innove sur un produit, quand on propose un service complètement distributif ou quand on change carrément l'architecture. Pour l'anecdote, c'était Snap qui avait fait une refonte UI et à l'époque, ils avaient une culture du test proche du zéro. Enfin, c'est pas proche du zéro, c'est qu'ils ne testaient pas. Nous, pas besoin de tester, pas besoin de faire de la recherche. Snap, c'est de la viralité. Et en fait, en 2016, ils ont fait une refonte UI et ils perdaient 12% de leurs utilisateurs par mois juste à cause de cette refonte UI. Donc, c'est très dangereux de refaire, de shipper à 100% quand on innove, quand on propose un nouveau service, etc. Donc, préférez un petit échantillon. Analyser ce petit échantillon, regarder la data, faire des interviews, parler à vos utilisateurs. Les datas, ne lisez pas que des datas. Il y a beaucoup de biais derrière des datas. Pourquoi les personnes drop à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que ils n'aiment pas le produit? Est-ce que c'est parce que ils vont revenir plus tard? C'est pas forcément un échec. Donc, vraiment croiser avec
des études quali et des études quanti sur un petit échantillon. Regardez, écoutez, notez. Et voilà. Hyper intéressant. Effectivement, d'aller shipper à 50%, c'est prendre un pari énorme, quoi. Surtout quand tu as autant de monde. Clairement. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que ton métier de UX designer, de comment tu le racontes, c'est beaucoup de temps avec l'utilisateur pour comprendre ses comportements et comment il est. Ça te prend combien de temps? Genre l'utilisateur, lui parler, voir son comportement, l'observer. Tu dirais que c'est au moins 50% de ton job? Il y a quand même des UX researchers qui doivent t'aider. Ouais. Alors, ça dépend dans la maturité de l'équipe design. Si tu as de la chance d'avoir un UX researcher, c'est génial. C'est comme avoir un UX writer. Là, aujourd'hui, par exemple, on n'est que 2, donc on est obligé de faire la recherche. Pendant la discovery, évidemment, qu'on embarque toujours le PM avec nous. Donc, il y a une phase de construction du protocole de recherche. C'est quoi les hypothèses, c'est quoi l'interview, les questions que vous posez, etc. Donc, le temps que je passe, oui, c'est minimum 50%. 50% à regarder, écouter, parler. Et il y a plein d'endroits où vous avez des retours utilisateurs. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être les appeler directement, ça peut être à plein d'endroits. Il y a plein les account managers qui sont tous les jours avec vos utilisateurs en train de leur expliquer votre produit ou leur vendre un service, etc. Ou solutionner des problèmes qu'ils ont. Là, c'est pépite. Vous allez voir vos account managers. Moi, c'est ce que je fais une fois par mois. Donc, tous les 2 semaines, j'ai un point régulier avec des account managers et le PM, attention. Et c'est vraiment là, c'est vraiment un travail de collaboration PM, designer, où on va écouter. Et c'est pas possible autrement. Sinon, on fait sur du gut feeling. Il y a des boîtes qui sont que data-centric et gut feeling. Et souvent, ça implique des biais énormes et on a des trous dans la raquette énormes. Donc oui, 50% de mon temps, mon métier, c'est d'écouter, comprendre les utilisateurs. L'autre, c'est de proposer des solutions et main dans la main avec le PM, évidemment, toujours. Trop bien. C'est un binôme très, très fort. Est-ce que, pour conclure, tu peux nous raconter justement une dernière chose que vous avez mis en point chez Heroes Job parce que tu t'es rendu compte à travers des interviews et du coup, ça a été mis dans la roadmap et c'est un truc que vous avez changé, que ce soit du UX writing, de l'UI, un peu l'exemple que tu veux. Et après, on pourra conclure là-dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, alors, ouais. En fait, avant, sur côté recruteur, vraiment côté recruteur, les hiring managers, donc les recruteurs, en français, les hiring managers avaient la possibilité, lorsqu'ils likaient un candidat, le candidat pouvait aller booker un interview dans leur calendrier. Un peu un calendrier pour les recruteurs. Et donc, les candidats qui avaient été likés pouvaient aller. Bientôt, j'ai terminé, bientôt, Charlie. Ça, c'est les problèmes du live. C'est trop mignon. Pardon. Non, tu vas voir Charlotte, s'il te plaît. Charlotte, excuse-moi, tu peux la prendre? Vraiment désolée. Donc avant, avec Heroes Job côté recruteur, chaque fois qu'un recruteur like un candidat, ils allaient mettre à jour leur agenda et mettre un créneau pour ce candidat. Et donc, on avait énormément de candidats qui refusaient l'interview. En allant discuter avec nos recruteurs, puis nos candidats, on s'est rendu compte qu'en fait, les recruteurs, ils ne travaillaient pas par un interview pour un candidat, mais ils parlaient de hiring event, c'est-à-dire un événement c'est très américain, un événement c'est un batch pendant 2 heures, tu te mets un batch où tu reçois tous les candidats et ils font la queue et ils te donnent ton CV, ils te donnent leur CV, ils discutent avec toi pendant une demi-heure, etc. Et à la suite, tu vois les autres candidats. Et là, sur Heroes Job, ce qu'ils faisaient, c'était pas de créer des hiring events, mais ils disaient, OK, j'ai liké ce candidat. Du coup, comme ils n'avaient pas mis à jour leur agenda, ils proposaient un créneau entre 16h et 16h30 pour ce candidat. Et ce candidat,
80% du temps, ils le refusaient. Donc, en allant comprendre, en allant interviewer nos hiring managers, avant, on leur demandait c'est quoi tes availability pour rencontrer, ils te disaient entre 16h et 16h30. On s'est rendu compte qu'en fait, eux, ils avaient des batchs d'interviews. Donc, ils devaient liker. Donc, ils devaient créer des hiring events sur l'application. Et de l'autre côté, on se rendit compte que les candidats, ils refusaient parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'option de disponibilité. Ils n'avaient qu'une seule option et ça leur convenait pas forcément. Du coup, on se retrouvait à un match vraiment terrible entre les deux. En les écoutant, donc on a compris cette notion de hiring event qu'on n'avait pas du tout. À l'époque, on disait, OK, tu likes quelqu'un, propose-lui un créneau. Et on s'est rendu compte, en fait, ça marchait pas puisque, en fait, ils font des hiring events. Et maintenant, on leur demande, OK, avant de liker les gens, quand est-ce que tu veux rencontrer tes candidats? Quand est-ce que tu fais des hiring events? Donc, on a repris leur jargon en leur demandant c'est quand que tu fais un hiring event. Et ils disent, OK, le mardi matin, de 10h à midi, je fais des hiring events. Combien de slots, combien de personnes tu veux recevoir? 10 personnes. Donc, 10 personnes, bon, sur 2 heures, c'est un peu short, mais disons, disons que tu veux voir 4 personnes. Voilà, au moins 5. Donc, ça fait des slots de 20 minutes d'entretien de 20 minutes. Et donc là, tu pouvais liker tes candidats. Donc, liker au moins 5 candidats. Et ils allaient dans ce créneau-là, entre 10h et midi, réserver leur créneau qui leur convenait. Et donc, on se retrouvait plus sur du je like quelqu'un, je propose un créneau. Et du coup, on se retrouve dans des batchs de non, je refuse son créneau, c'est pas possible. Et il n'y avait jamais de match d'entretien. Là, on s'est rendu compte, OK, on crée le hiring event sur plusieurs créneaux. Et ensuite, là, tu vas avoir des matchs puisque les gens vont avoir plus de disponibilité. Donc voilà, on a repris le jargon, on a repris leur expérience physique qu'on a dupliqué en ligne du coup. Be your own customer, mets-toi dans sa peau, quoi. Trop bien. Merci beaucoup, Panthéa. C'était un plaisir de t'avoir ce soir, de comprendre ça. J'ai l'impression d'avoir un petit peu progressé en UX design, moi qui suis pas une experte. Donc, c'était un plaisir. Pour tous ceux qui ont des questions et des choses, vous n'hésitez pas, on va mettre nos emails. Et de toute façon, on se retrouve. Il y a Myriam qui dit tout pareil, très enrichissant. Laurent qui avait mis je dois vous quitter, mais un grand merci pour cette session très instructive. Donc, on est ravis de vous avoir eu. Vous n'hésitez pas, on est à dispo. Et de toute façon, on va continuer à faire plein d'événements autour de ce sujet absolument passionnant. Merci Panthéa et bonne soirée. Merci les filles, merci tout le monde. Salut. Et du coup, on a mis ton LinkedIn. Ouais, génial. Salut. Vous me croyez si j'arrive pas à trouver comment raccrocher? C'est moi qui peux terminer l'event. Ah, d'accord. J'ai le bouton. Mais, ok. Bon, bonne soirée tout le monde. Au revoir. Je coupe.